aujourd'hui, enfin quand vous allez regarder, pas encore tout à fait maintenant, mais l'ambiance est déjà là, c'est Halloween. Et je pourrais vous chanter l'étrange Noël de Mr. Jack, mais je vais vous épargner. On va aller, un peu comme l'an dernier, mais pas dans la cave, vers quelque chose qui fait peur. Par le quelque chose qui fait peur, bon, évidemment, la peur et le fantastique, ce sont des choses qui m'intéressent toujours énormément. Parce que on est, ça c'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est pas si grave de se répéter, dans les émotions primaires, instinctives, qu'on ne va pas contrôler. En gros, y a quand même des effets que peut avoir un texte, qui sont des effets non intellectuels et qui sont, je crois, les plus difficiles à susciter, et en plus, ceux qui sont les plus dévalorisés. Faire peur, faire rire, exciter, tout ce qui va être de l'ordre de l'érotique ou du pornographique. Et alors, j'ai quand même envie d'y raccrocher les romances, même si c'est un peu compliqué les romances. Et ce sont en fait aussi des espèces de catégories, donc des littératures populaires. Ça, ce sont des choses qui m'intéressent, mais évidemment, le fait que ce soit Halloween et en fait qu'on soit très proche de tout ça, renforce et motive encore cette envie d'aller vers des choses qui font peur et qui parlent de ça, de cette espèce de flottement que je connais évidemment avec le deuil. Point météo deuil, allez hop, petite digression, ça va un peu mieux, ça a quand même été un gros creux de la vague ces dernières semaines, c'est fragile, on va voir comment ça évolue. On va dire que les vacances étaient bienvenues. Mais c'est difficile, et là vous le voyez, je suis dans la maison de mes parents, donc aussi de mon père. Et c'est... Et je porte même la polaire de mon père, mais ça c'est parce qu'il fait froid, et que cette ambiance demande ça. Mais j'ai renoncé à aller voir mon père pour la Toussaint, c'est-à-dire aller me recueillir sur sa tombe, parce qu'elle n'est pas à côté, et que ça c'est quand même aussi trop lourd pour moi en ce moment. Mais c'est aussi en même temps un renoncement. C'est compliqué. Vraiment, le deuil, c'est compliqué parce que ça exacerbe beaucoup, beaucoup de choses. Bon. Mais voilà, c'est du chagrin, c'est pas forcément... c'est du chagrin, de la tristesse. Beaucoup d'espèces de moments conclusifs de la relation qui a été, de la personne qui a été. Et ouais, je garde cette envie furieuse de vivre. C'est très compliqué. J'ai envie de parler d'une nouvelle qui s'appelle Sur l'eau, de Guy de Maupassant. Je m'embête pas, moi je récupère ça dans le Pléiade. Bon, alors par contre j'ai un sens de la miniature. Alors ça c'est justement ça qui me l'a fait penser, c'est le papier des gamins du quartier qui annoncent qu'ils vont venir nous faire peur. C'est quand même super mignon d'annoncer qu'on va venir faire peur en sonnant à la porte. Bon, contre des bonbons. Je crois qu'on n'a pas de bonbons. Parce que j'ai tout mangé. Et c'est ça qui fait peur. Bon, le vieux Maupassant, contes et nouvelles, je sais même plus de quand il date. Armand Lanoux, introduction de Louis Forestier. Texte établi et annoté par Louis Forestier. Il date de quand ce Pléiade ? Alors voilà, je rappelle, les Pléiades, je les achète très rarement neufs. En général d'ailleurs, les neufs on me les a offerts. Mais voilà, le mur de Pléiade 74, qu'on peut voir dans certaines de mes vidéos en compagnie bordelaise. C'est mon mur de Pléiade, enfin, c'est un demi-mur. Il est d'occasion, ce mur. Voilà, comme les Pléiades qu'on voit derrière moi dans les vidéos les plus courantes. Je propose de revenir à... J'allais dire aux vieilles casseroles parce que j'ai du mal à cuisiner ces temps-ci. Mais finalement, on va revenir à ce que je savais faire et on va voir si j'arrive à redémarrer la vieille machine explicative sur l'eau. Je ne sais même pas de quoi date cette nouvelle. Bon, elle est quelque part entre 75 et 84 du 19e. Mais voilà, je lis des passages, elle n'est pas très longue. Alors, elle faisait partie des choses qu'on avait dans le programme d'agrég quand on a eu Maupassant l'agrégation il y a longtemps. C'est pas une année où j'ai eu l'agrégation. J'avais adoré avoir Maupassant et j'ai très peu de souvenirs des cours que j'ai eus qui étaient très bien pourtant. Mais je pense que tout ça, ça m'a nourri et que l'oubli fait partie de ces dimensions dévorantes de la vie. Et c'est peut-être bien aussi de se dire
qu'il y a des choses qu'on a oubliées, mais qu'on a vécues ou dont on s'est imprégné. Ou voilà, Renan a une image pour Hegel, par exemple, qui est celle d'un thé noir, dont il ne faut pas mâchonner les feuilles et tout, j'aime bien, c'est marrant. Mais bon, voilà, quand je vois sur Twitter quels ont été les profs marquants de votre vie, c'est quelque chose qui passe assez souvent. Bon, j'évite de répondre parce que moi, les profs marquants de ma vie, bah, c'est triste. Et c'est pas tellement ce qui est attendu, mais je sais bien aussi que j'en ai retiré des choses. Voilà. Bon, après, quelques profs de stylistique ont été exceptionnels dans mon parcours, et exceptionnels pour certains. Sur l'eau. J'avais loué l'été dernier une petite maison de campagne au bord de la Seine à plusieurs lieues de Paris, et j'allais y coucher tous les soirs. Je fis au bout de quelques jours la connaissance... Alors, rien que cette phrase, elle est étonnante en fait. Donc bon, là, dans un Wikipédia début du nouvelle, j'avais loué l'été dernier. C'est intéressant parce qu'on a un jeu, on ne sait pas qui est ce jeu, mais on va avoir tendance à le croire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'horizon d'attente, parce qu'il va mettre en place une espèce de pacte qui n'est pas le pacte autobiographique, puisqu'il ne nous est pas présenté, on ne sait pas qui c'est, mais quelque chose qui va être une forme de simulacre de pacte autobiographique. On a plus tendance à croire quelqu'un qui nous dit « je ». Et ça va être renforcé par la proximité et le vraisemblable, ça semble logique. Donc, louer l'été dernier, proximité temporelle, plusieurs lieux de Paris, petite maison de campagne au bord de la Seine, on est dans du prosaïque. Et Maupassant publie surtout ses nouvelles, je crois, dans le Gaulois. Est-ce qu'ils nous disent des trucs oui, ils disent forcément ce que c'est, d'où vient tout ça à la fin. C'est-à-dire que le lecteur idéal de Maupassant, c'est un Parisien, hein, en gros. Et donc, bah, tout cela fonctionne, tout cela est raccord, quoi. Alors, est-ce qu'on va avoir des infos ? Je les cherche aussi, hein, ça sera peut-être plus simple. Oh, c'est une des premières nouvelles du recueil, mais je me suis rappelé à quel point je l'aimais bien. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et puis bon, voilà, je voulais que ça se fasse. Hop. Ça doit être celle-là. 48. Ah, il y a beaucoup... oui, bah voilà, ça correspond à quelque chose qu'il a vécu en 73. Ah, parce qu'il y avait des pages collées. Sur l'eau, dans la Maison Télé 81. Publication dans le Bulletin français, journal officiel du soir. Voilà. Et donc le Pléiade donne les variantes. Ouais, moi j'ai pas besoin des variantes pour ça, mais c'est important quand on a besoin de travailler sur les documents, de voir ce qu'on appelle, ou d'établir ce qu'on appelle la génétique textuelle, c'est-à-dire la genèse, l'histoire du texte. Alors ouais, je trouve quand même étrange cette formule, j'allais y coucher tous les soirs, plutôt que je m'y installais pour l'été. Mais ça peut sous-entendre des espèces d'aller-retour. Bon. Je fis au bout de quelques jours la connaissance d'un de mes voisins, un homme de 30 à 40 ans, qui était bien le type le plus curieux que j'eusse jamais vu. Là, on se dit, c'est pas un fusil de Tchekhov non plus, mais c'est vers lui que va s'orienter la nouvelle. Alors, le type le plus curieux, on note le superlatif, ça va susciter notre intérêt, et on est dans une espèce de réminiscence de ce genre des physiologies, qui est un genre extrêmement productif en 1830. Je vous renvoie aux travaux de Valérie Stinon, qui a consacré sa thèse aux physiologies littéraires. Bon, tout a l'air d'être à la fois précis et en même temps n'est pas daté. Au bout de quelques jours, un de mes voisins, 30 à 40 ans, ça nous donne l'impression de quelque chose qui peut être raconté en étant ancré dans une situation qui est donc celle de la situation d'énonciation. Ça renforce le sentiment de proximité et donc le sentiment d'authenticité. Le type le plus curieux que j'eusse jamais vu se ramène à une expérience personnelle du narrateur, le jeu. C'était un vieux canotier, mais un canotier enragé, toujours près de l'eau, toujours sur l'eau, toujours dans l'eau. Il devait être né dans un canot et il mourra bien certainement sous le canotage final. Alors moi, je trouve que passer de 30 à 40 ans à un vieux canotier est quand même un peu étonnant, mais ça va nous amener à cette typification, c'est-à-dire que ce qu'on sait finalement, c'est que c'est un canotier qui va être présenté avec une forme quand même d'emphase, un vieux canotier mais enragé, c'est un sens vraiment fort au 19e,
je sais plus la date du vaccin sur la rage, mais enfin, on a encore quelque chose ici de pathologique hein, dans l'adjectif. Bon, on l'a encore aujourd'hui, mais je pense que c'est moins fort que ça a pu l'être. La répétition de toujours, hein, en anaphore à rythme ternaire, toujours près de l'eau, toujours sur l'eau, toujours dans l'eau, près, sur, dans, qui va faire une espèce de gradation qui, spatialement, est en fait une catabase, une descente. Il devait être né dans un canot, ce qui nous amène un peu à cette espèce de figure mythique de Moïse, qui n'est pas tout à fait né dans un canot, hein, mais quelque chose de cet ordre-là, et aux formes, bon, d'atavis ou alors de ce qu'on appelle l'imprégnation maternelle. Voilà, il y a des mythes au XIXe siècle, bon, qui disent, voilà, si vous avez peur pendant votre grossesse, l'enfant peut prendre la forme de la chose qui a fait peur. C'est un peu ce qu'il y a derrière Elephant Man. Voilà. Scientifiquement, ça tient pas, mais ça fait des nouvelles intéressantes. Et il mourra bien certainement dans le canotage final, manière plaisante et légèrement horrifique de parler d'une forme de jugement dernier par un... en fait, il faut se rappeler que le canotage, c'est une activité quand même plutôt de plaisance, mais qui donc là devient le fondement de la vie donc du personnage. Et donc ça mêle quelque chose voilà, d'un peu horrifique, type eschatologique, fin du monde, et ce qui était un plaisir et qui devient une norme de vie. Un soir, donc ça c'est aussi très La Fontaine, hein, on va avoir une façon d'ancrer le récit à un moment précis, mais qui dans les faits n'est absolument pas précis. C'est juste que, paf, on se replace dans une situation encore plus précise. Un soir que nous nous promenions au bord de la Seine, je lui demandai de me raconter quelques anecdotes de sa vie nautique. Logique, puisque c'est un canotier enragé. Voilà immédiatement bonhomme qui s'anime, on va noter le présentatif, voilà, fort moral, et qui en même temps va permettre donc d'animer le récit. Bonhomme, qui permet de désigner ce type le plus curieux, ce canotier enragé, avec, quelque chose d'un peu rigolo. C'est-à-dire que quand on commence une nouvelle de Maupassant, on ne sait pas si on va arriver, en gros, dans un bordel, dans une partie de chasse, ou dans une histoire fantastique. Voilà. Et sur l'eau, on ne sait pas. On ne sait pas. Tout est possible. Alors, je voulais dire, c'est un titre thématique. Et on avait toujours près de l'eau, sur l'eau, dans l'eau. Près de l'eau, la maison de campagne près de l'eau. Sur l'eau, le titre, et on va voir que c'est bien sur l'eau. Et la question sera ce qu'il y a dans l'eau. Donc on a un horizon d'attente qui se dessine, mais qui n'est pas encore très précis, mais qui va être remotivé, revivifié à la relecture. Mon bonhomme qui s'anime, alors ça c'est ce qu'on appelle une pseudo-clivée, je crois. Donc voilà, cette structure de phrase qui va permettre donc la mise en avant. Qui s'anime, se transfigure, devient éloquent, presque poète. 3 verbes, un groupe nominal, avec une forme de coupure, hein. Qui s'anime, se transfigure, devient éloquent, presque poète. Donc là, en fait, on a l'annonce d'un récit, d'un discours. Il avait dans le cœur une grande passion, une passion dévorante irrésistible, nouveau jeu sur le rythme, hein, avec répétition de passion, une grande passion, passion dévorante irrésistible, 2 points, la rivière, astérisque. Alors, c'est intéressant parce que sur l'eau, c'était pas encore très précis. Maintenant, on sait que cette eau, c'est la rivière. Et là, en fait, on va entrer, après l'astérisque, dans le récit de ce soir-là, en promenade au bord de la Seine. Et donc, il faut nous-mêmes nous imaginer, en tant que lecteurs idéaux, au bord de la Seine pour entendre cette histoire. Bon, évidemment, moi, c'est raté. Ah, me dit-il, oralité, le récit, ça donne une impression d'authenticité, c'est un truc qui est rapporté, et on a vu à quel point on avait des indices nous amenant vers du vraisemblable. Combien j'ai de souvenirs sur cette rivière que vous voyez couler là, près de nous. Alors, que vous voyez va, hop, la désigner, et ça nous replace dans cette situation d'énonciation de façon assez précise. Et puis combien, on est dans cette espèce d'effet que j'avais mentionné en parlant de La Fontaine, je crois que c'est dans le Statuaire et Jupiter, que Léo Spitzer appelait la suavitas. Donc hop, on a une liste et on va en tirer un. Vous autres habitants des rues, vous ne savez pas ce qu'est la rivière. Mais écoutez un pêcheur prononcer ce mot pour lui. Donc voilà, là, on va avoir une espèce d'opposition, et donc on va entrer dans une espèce d'intériorité, en tout cas dans un mode de vie qui n'est pas celui de nous les Parisiens, les lecteurs idéaux dans le sens de Maupassant, au moins parce que les parties de chasse de Maupassant, c'est pas aux paysans qui s'adressent, ça reste à des bourgeois qui vont à la chasse le week-end.
Et avec cette étrange division du monde, non pas entre ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent, mais entre les habitants des rues et les habitants des rivières. Et c'est étonnant parce que, enfin, les habitants des rivières est sous-entendu, et on n'est pas censé habiter la rivière. Donc hop, là, il y a une forme d'étrangeté. Ah oui, que j'avais oublié de noter, voilà, j'allais y coucher tous les soirs, que je trouvais un peu étrange aussi. Et c'est étonnant parce que, mais écouter un pêcheur prononcer ce mot, c'est-à-dire que ce type le plus curieux se renvoie lui-même à un type qui serait donc celui du pêcheur parlant de la rivière. Mais finalement, nous, en tant qu'habitants des rues, ayant pour relais dans le texte le narrateur, on s'oppose donc à cet habitant des rivières. Je ne crois pas que le syntagme soit dans le texte, en tout cas au pêcheur. Pour lui, c'est la chose mystérieuse, profonde, inconnue, le pays des mirages et des fantasmagories, où l'on voit la nuit des choses qui ne sont pas, où l'on entend des bruits que l'on ne connaît point, où l'on tremble sans savoir pourquoi, comme en traversant un cimetière. Et c'est en effet le plus sinistre des cimetières, celui où l'on n'a point de tombeau. Halloween, hein. Allez, on va noter tout ce qui va être de l'ordre des accumulations. Marc-Angenot, peut-être que j'en reparlerai, m'a appris il y a peu de temps qu'une accumulation en fait reste sur un même thème. Sinon on parle de congerie. Quoi, congerie, je crois que ça voulait dire tas de cadavres. Et c'est aussi un terme de rhétorique. Congerie, C-O-N-G-E-R-I-E. Et oui, une fois, j'ai tombé là-dessus dans un livre de Judith Schlanger, congerie, et Google ne me donnait que tas de cadavres. C'est sinistre, hein. Et donc c'est marrant parce que lui il dit écoutez, et en fait on va voir ce qu'on a pour appeler un discours narrativisé, mais qui est plus un discours emblématique, qui est finalement le discours de ce type le plus curieux, du type lui-même, qui va devenir donc voilà, une espèce de relais de ce qu'on a chez la Bruyère sous forme de caractère. Donc la chose mystérieuse, alors la chose, hop, vague, indéfinie, mystérieuse, profonde, inconnue, hop, on prend 3, redéfinition par périphrase, mais qui va comme ça amener une espèce de gonflement dans le rythme. Les mirages, c'est les fantasmagories, et donc on est vraiment, normalement le pays des mirages c'est le désert, hein. Moi j'ai vu Tintin, mais la fantasmagorie c'est vraiment des spectacles d'illusions au 19e. Les mirages intéressent beaucoup aussi parce qu'ils sont à l'origine des erreurs. Où l'on voit la nuit des choses qui ne sont pas, donc la chose des choses qui ne sont pas, on n'a pas peur de la répétition. C'est une chose qui contient des choses. Où l'on entend des bruits que l'on ne connaît point, où l'on tremble sans savoir pourquoi, comme en traversant un cimetière. Donc, 3 phénomènes de perception, ramenés à un type la rivière, mais cela à côté, bon, un fleuve, la Seine. Et donc là, on a la vision, l'audition, et on a une espèce de sensation, elle-même pas très définie, et tout ça sous la forme du vague. On voit ce qui n'est pas là, on entend des choses en fait inouïes, littéralement, c'est-à-dire inédites, et on a des symptômes. Et tout ça va opérer une espèce de dissociation, non seulement entre ce que l'on sait, ou en tout cas ce que l'on croit savoir et ce que l'on vit, mais aussi une dissociation entre les sensations et la personne elle-même, c'est-à-dire entre l'esprit et le corps. Est-ce que quelqu'un a travaillé sur l'esprit et le corps chez Maupassant ? Ça, c'est intéressant. Et c'est en effet le plus... Alors, comme en traversant un cimetière, une comparaison sur des sensations voilà, qui seraient semblables, et c'est en effet le plus sinistre des cimetières, celui où on n'a point de tombeau, comparaison qui en fait est ramenée à une identité. Est-ce une métaphore ? Est-ce une réalité ? Puisque c'est un cimetière où on n'a point de tombeau, ce qui est l'exact inverse du cénotaphe, c'est-à-dire une tombe sans corps. Et là, en fait, bon, on sent qu'on va aller vers une traversée des apparences, en tout cas aller sous la surface. Alors que le titre, c'est sur l'eau. La terre est bornée pour le pêcheur et dans l'ombre, quand il n'y a pas de lune, la rivière est illimitée. Et là, en fait, on est sur des questions de perception. L'ombre, pas de lune, tout ça va nous ramener à une perception. Et la rivière ne devient pas illimitée. Mais elle s'illimite, si l'on peut dire, par le défaut de perception nocturne. Un marin n'éprouve point la même chose pour la mer, elle est souvent dure et méchante, c'est vrai, mais elle crie, elle hurle, elle est loyale, la grande mer, tandis que la rivière est silencieuse et perfide, parce que le pêcheur n'est pas le marin. Elle ne gronde pas, elle coule toujours sans bruit, et ce mouvement éternel de l'eau qui coule est plus effrayant pour moi que les hautes vagues de l'océan. Alors, pour rappeler, donc voilà, un topos, celui de la mer en furie, la mer tempétueuse, dangereuse, mais qui finalement... Alors ça c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que sont les baïnes, c'est des courants qui emportent, mais bon, là il parle plus de la
haute mer, avec des formes de personnification, hein, crier, hurler, loyal, silencieuse, perfide. Donc on va avoir une espèce de caractérisation anthropomorphique de la rivière qui permet de l'animer, qui permet de la rendre humaine, hein, anthropomorphe. Et en même temps, cette humanité, elle est niée dans le même temps par le mouvement éternel de l'eau qui coule. Bon, ça peut nous rappeler Héraclite, hein, tout bouge, tout change, hein, Pandaré. Mais dans ce qu'il va avoir d'effrayant. Et on peut remarquer l'océan avec une majuscule. Des rêveurs prétendent que la mer cache dans son sein d'immenses pays bleuâtres où les noyés roulent parmi les grands poissons, au milieu d'étranges forêts et dans des grottes de cristal. Alors là, voilà, des rêveurs, etc. Donc un récit rapporté à l'intérieur même du récit, avec, en fait, voilà, on peut le voir un peu comme le Sous l'océan de la petite sirène, mais en mode Tim Burton, quoi. C'est pas très drôle de les croiser. Les pays bleuâtres, les noyés roulent parmi les grands poissons, etc. Bon, la rivière n'a que des profondeurs noires où l'on pourrit dans la vase. Alors, parce qu'en fait, l'inaccessibilité des fonds sous-marins océaniques les rend propices à la rêverie, alors que la rivière, par la vase, va rester concrète. Et donc, corporelle, sordide, et ouvrir à la décomposition. Elle est belle pourtant quand elle brille au soleil levant et qu'elle clapote doucement entre ses berges couvertes de roseaux qui murmurent. Le poète a dit en parlant de l'océan, eau, flot, etc. Alors, je vais peut-être sauter des petits passages, hein, je vais retrouver le texte, je pense, sur Wikisource. Eh bien, je crois que les histoires... Ah oui, alors peut-être... Au flot que vous savez de lugubres histoires, au flot profond redouté des mers à genoux, vous voulez raconter en montant les marées, et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées que vous avez le soir quand vous venez vers nous. Eh bien, je crois que les histoires... Donc, nouvelle insertion. Hein. Eh bien, je crois que les histoires chuchotées par les roseaux minces, avec leur petite voix si douce, doivent être encore plus sinistres que les drames lugubres racontés par les hurlements des vagues. Et là, en fait, ce que fait Maupassant, ou le narrateur, c'est de poursuivre cette antithèse, cette opposition entre l'océan et la mer, donc qui remplaçait celle des habitants des rues et des habitants de la flotte, quoi, des eaux, en distinguant donc marins et pêcheurs, océan et rivière, et cette opposition, elle se fait aussi par une opposition entre tonalités mineures et majeures. C'est-à-dire en fait que les histoires chuchotées, minces, petites voix si douces, tout ça, ça amène vers une tonalité mineure, en mineur, qui finalement devient d'autant plus sinistre, je reprends le texte, c'est-à-dire effrayante, sordide, que les drames lugubres racontés par les hurlements des vagues. Et donc finalement, ce qu'évoque, et là on va être dans le sublime de la tempête, l'océan, le drame lugubre, va être du côté d'une forme d'épique, alors que les histoires chuchotées par les roseaux minces vont aller du côté du quotidien. Et donc, on avait tout un sentiment de proximité, cette proximité elle est renforcée. Mais puisque vous me demandez quelques-uns de mes souvenirs, je vais vous dire une singulière aventure qui m'est arrivée ici il y a une dizaine d'années. Donc c'est l'histoire d'un type qui raconte qu'il y a un an, il a rencontré un type qui lui raconte un truc et qui, au moment où il lui raconte quelque chose, lui raconte un nouveau récit. Une singulière aventure, on est du côté, donc évidemment de l'unicité, mais l'inverse de l'itératif, du singulatif. Et là encore, on n'a aucun ancrage absolu, précis, de date ou de choses comme ça. Il y a une dizaine d'années, donc ça fait à peu près 11 ans. J'ai une crampe dans le pied. Et ça lui arrivait à lui. Donc on est quand même dans une espèce d'emboîtement, d'enchâssement de récit, mais cet enchâssement de récit, il passe toujours par la même personne qui parle. Et donc avec les digressions du parleur-pêcheur, du pêcheur-parleur, mais en même temps, donc, ce gage d'authenticité, ça va créer une continuité qui va permettre de venir jusqu'à nous. Et tout ça va en fait légitimer au moins le fait que cette histoire nous soit racontée. J'habitais comme aujourd'hui la maison de la mère Lafont et un de mes meilleurs camarades, Louis Bernet, qui m'a maintenant annoncé au canotage à ses pompes et à son débraillé pour entrer au Conseil d'État, il était installé, etc. Donc là, on va avoir, pareil, où est-ce qu'on vit,
un lieu, et c'est plus précis que ce qu'on avait jusque-là, avec des noms. Et donc une autre continuité, hein, comme aujourd'hui, cette maison donc, de la mère Lafont, et les noms de quelqu'un d'autre, avec cette espèce de résumé de la vie donc, de ce Louis Bernet, qui a arrêté le canotage pour entrer au Conseil d'État. Nous dînons tous les jours ensemble, tantôt chez lui, tantôt chez moi. Mais ça, c'est vraiment ce que fait le tonton en fin de repas. Mon grand-père adorait faire ça. Raconter plein de détails, et puis, mais tu sais, il était né en 22, et puis il avait fait ça, et machin, etc. Et je dis, mais papy, où est-ce que tu veux en venir, quoi? Alors, on a ces détails qui vont amener du côté d'un effet de réel, mais même aussi d'une oralité réelle. Un soir, toujours ce singulatif non daté, hein, comme je revenais tout seul et assez fatigué, traînant péniblement mon gros bateau, un océan de 12 pieds dont je me servais toujours la nuit, je m'arrêtai quelques secondes pour reprendre haleine au prix de la pointe des roseaux, là-bas, 200 mètres environ avant le pont du chemin de fer. Alors, un soir, singulatif, ça a l'air d'être précis, on a vu que ça restait vague, mais on a quand même quelque chose qui est précis, 1 an plus 10 ans, etc. Tout seul et fatigué, ça c'est important parce que ça va jouer peut-être sur les perceptions. Et donc on a en fait des indices, ça c'est très fantastique, hein, mais qui vont permettre de préparer la suite, on y vient. Péniblement mon gros bateau, etc. Il s'arrête, il reprend haleine, avec là un ancrage spatial assez précis, mais enfin qu'on ne peut pas vérifier. Les roseaux, là-bas des ictiques, donc on est ancré dans la situation de négociation qui est racontée par le narrateur, c'est-à-dire au moment où il l'a raconté, il l'a vraiment dit, probablement en montrant et en désignant un lieu que le narrateur et donc son interlocuteur, le nouveau narrateur, connaissent, puisqu'ils y sont. Il faisait un temps magnifique, la lune resplendissait, le fleuve brillait, l'air était calme et doux. Voilà, hop, mise en place dans le décor. On est en été, cette tranquillité me tenta, je me dis qu'il ferait bien bon fumer une pipe en cet endroit. L'action suivit la pensée, je saisis mon ancre et la jetai dans la rivière. Cette tranquillité me tenta, mais on est sur l'eau, et on ne sait jamais ce qu'il y a sous l'eau. Et comme on vient justement de nous dire que les choses sont sinistres et qu'on va avoir une singulière aventure, on s'attend à ce que cette tranquillité ne soit qu'un leurre. On se rappelle, les mirages, c'est les fantasmagories. Le canot qui redescendait avec le courant fila sa chaîne jusqu'au bout, puis s'arrêta. Et je m'assis à l'arrière sur ma peau de mouton aussi commodément qu'il me fut possible. On n'entendait rien, rien. Parfois seulement je croyais saisir un petit clapotement presque insensible de l'eau contre la rive, et j'apercevais des groupes de roseaux plus élevés qui prenaient des figures surprenantes et semblaient par moments s'agiter. Le canot donc qui redescend avec le courant, donc il fait sa chaîne jusqu'au bout là, c'est assez à l'ancre. Alors il passe de rivière à fleuve assez aisément. Si je me souviens bien, la rivière se jette dans le fleuve et le fleuve se jette dans la mer. C'est pas très précis, est-ce que c'est grave? Installation, on va vers la tranquillité, mais c'est pas tout à fait possible, aussi commandément qu'il me fut possible, parce qu'on reste dans du quotidien. Et donc on a des détails triviaux, la pipe, la peau de mouton, etc., qui nous placent dans le décor. Rien, rien répété, ça c'est vraiment une marque d'oralité, avec, donc dans ce rien, le petit clapotement qu'on croit saisir. Je croyais saisir, lui-même modélisé, il n'en est pas sûr. Ça c'est important parce qu'en fait, le fantastique, c'est un tremblement épistémologique. J'y reviendrai. Presque insensible de l'eau contre la rive, et j'apercevais des groupes de roseaux plus élevés qui prenaient des figures surprenantes. Donc là, on va avoir une nouvelle façon de voir le monde, par cette surprise, et semblait par moments s'agiter. Là aussi, la modélisation par sembler va amener, et la formulation, donc les roseaux semblaient s'agiter, on a un soupçon d'animation des roseaux, modalisé. Évidemment, on n'est pas complètement surpris quand on le lit comme ça, parce qu'on se dit, c'est le vent qui agite les roseaux. Mais là, on a l'impression que les roseaux s'agitent d'eux-mêmes, par moments, mais ils le semblent. Le fleuve était parfaitement tranquille, mais je me sentis émue par le silence extraordinaire qui m'entourait. Parfaitement tranquille, mais et une émotion qui vient justement de cette tranquillité, silence extraordinaire. Et on voit bien que c'est singulier, puisque c'est extraordinaire, c'est un silence incroyable. Tout
Toutes les bêtes, grenouilles et crapauds, ces chanteurs nocturnes des marécages, la périphrase un peu mignonne, se taisaient soudain à ma droite contre moi, une grenouille coassa, je tressaillis, elle se tut, je n'entendis plus rien, et je résolus de fumer un peu pour me distraire. Alors, hop, tout se tait, c'est inquiétant, une grenouille coasse, je tressaillis, donc c'est inquiétant, en tout cas surprenant, mais on n'a pas le sentiment, on a juste, ou l'état, on a juste le symptôme corporel, elle se tue, comme si elle était humaine, je n'entendis plus rien, donc on ne sait pas ce qu'il en est, mais il est enfermé dans ses propres perceptions, comme nous tous, hein, mais c'est montré, mis en avant. Je résolus de fumer un peu pour me distraire. Mais me distraire de quoi? De cette inquiétude qui n'est pas dite. Cependant, quoique je fusse en culotteur de pipe renommé, je ne puis pas. Dès la seconde bouffée, le cœur me tourna et je cessai, donc il ne peut pas fumer. Je me mis à chantonner, le son de ma voix m'était pénible, alors je m'étendis au fond du bateau et je regardais le ciel. Donc il s'agite lui-même, comme les roseaux semblaient s'agiter, en cherchant à rompre une forme d'ennui. Pendant quelque temps, je demeurai tranquille, mais bientôt, les légers mouvements de la barque m'inquiétèrent. Il me sembla qu'elle faisait des embardées gigantesques, alors parce qu'il s'allongeait, donc les sensations sont décuplées. On s'allonge rarement au fond d'une barque. Hein. Donc les légers mouvements m'inquiétèrent. Là, on a l'état. Il me sembla, avec un passé simple qui va retourner aussi du côté du singulatif, qui fonctionne bien. Le singulatif, c'est que ça se passe une seule fois, mais pour cette aventure singulière. Donc des embardées gigantesques. Donc on a quelque chose de complètement antithétique entre les légers mouvements et les embardées gigantesques. Et il a la sensation donc, que la barque, elle va d'une rive à l'autre, touchant tour à tour les deux berges du fleuve. Et donc vous voyez comment passer la rivière au fleuve, ce qui va rendre la chose plus imposante. Et après, puis je crus qu'un être ou qu'une force invisible, c'est intéressant parce qu'un être, ça n'est pas visible, ça n'est pas défini, mais une espèce de correction ou une force invisible, qui est pas beaucoup plus définie, bon, qui aurait l'avantage de ne pas être matériel du tout, hein, la tirer doucement au fond de l'eau et la soulever ensuite pour laisser retomber. Donc c'est-à-dire mouvement de gauche à droite, puis de haut en bas. C'est pas cool hein, quand on est dans le bateau. J'étais ballottée comme milieu d'une tempête, ça tombe bien, on avait des tempêtes avant. C'était pour l'océan, elles faisaient peur mais elles étaient loyales. Là on est en tempête perfide. J'entendis des bruits autour de moi, je me dressai d'un bond, l'eau brillait, tout était calme. Qu'est-ce qui lui arrive? Je compris que j'avais les nerfs un peu ébranlés. Donc là, hop, on ramène ces sensations à son propre état. Et je résolus de m'en aller. Je tirai sur ma chaîne, le canot se mit en mouvement, puis je sentis une résistance. Je tirai plus fort, l'encre ne vint pas. Elle avait accroché quelque chose au fond de l'eau, et je ne pouvais la soulever. Je recommençai à tirer, mais inutilement. Récit d'action, avec les passés simples, quelque chose, indéfini encore. Mais pour l'instant, tout est logique. Alors, avec mes avirons, je fis tourner mon bateau et je le portai en amont pour changer la position de l'ancre. Ce fut en vain, elle tenait toujours. Je fus pris de colère et je secouai la chaîne rageusement. Rien ne remua. Là, récit chronologique d'action. Encore une fois, avec comment ça se fait que l'encre soit coincée. Je m'assis, découragée. Ah, j'ai oublié de dire, je suis plus 54. Là, je suis passée à la page 57. Découragée, je me mis à réfléchir sur ma position. Je ne pouvais songer à casser cette chaîne ni à la séparer de l'embarcation, car elle était énorme et rivée à l'avant dans un morceau de bois plus gros que mon bras. Mais, comme le temps demeurait fort beau, je pensais que je ne tarderais point sans doute à rencontrer quelques pêcheurs qui viendraient à mon secours. Donc, réflexion. Donc là, en fait, souvent à ce moment-là, dans les textes fantastiques, on sent qu'on est un texte fantastique, on s'arrête, on réfléchit, quelles sont les différentes explications et quelles sont les marches à suivre possibles, quelles actions envisager. Mais mes aventures m'avaient calmé, je m'assis et je pus enfin fumer ma pipe. Je possédais une bouteille de rhum, j'ai envie de dire comme un vrai marin. J'en bus 2 ou 3 verres et ma situation me fit rire. Et ça, c'est intéressant parce que la peur et le rire vont souvent d'équerre ensemble, de pair plutôt que d'équerre. Et d'équerre, ça allait droit. Rien ne va droit là. Il faisait très chaud, de sorte qu'à la rigueur, je pouvais sans grand mal passer la nuit à la belle étoile. Et donc, on passe d'une minoration à une minoration de la situation vécue.
Soudain, un petit coup sonna contre mon bordage. Donc là, ça a l'air sympa. Et en fait, non. Soudain, un petit coup. Nouvel élément perturbateur. Indéfini. Je fis un soubresaut, et une sueur froide me glaça des pieds à la tête. Hop, à nouveau, là, on voit soubresaut, sueur froide. On voit que l'état corporel du monsieur n'est pas bon. Mais ça ne nous dit pas directement qu'il a peur. Et ça va amener une espèce de dissociation quand on lit, mais aussi possiblement une contamination de cette peur. Mais je sais que quand je lis et que je vois, elle avait les sourcils froncés, ça marche aussi avec les hommes, hein, il avait les sourcils froncés, je suis comme ça. Bon, voilà. Il y a quelque chose où, hop, quand on lit tressaillement, on a envie de tressaillir. Ce bruit venait sans doute de quelques bouts de bois, sans doute. Explication rationnelle. Bouts de bois entraînés par le courant, mais cela avait suffi et je me sentis envahi de nouveau par une étrange agitation nerveuse non définie, là aussi corporelle, sans explication. Je saisis ma chaîne et je me raidis dans un effort désespéré. L'encre tint bon, je me rassis, épuisé. Hop, là, hop. On sent. Jusqu'où il va. Cependant, la rivière s'était peu à peu couverte d'un brouillard blanc très épais qui rampait sur l'eau fort bas. De sorte que, en me dressant debout, je ne voyais plus le fleuve, ni mes pieds, ni mon bateau, mais j'apercevais seulement les pointes des roseaux, puis plus loin la plaine toute pâle de la lumière de la lune, avec de grandes taches noires qui montaient dans le ciel, formées par des groupes de peupliers d'Italie. J'étais comme enseveli jusqu'à la ceinture dans une nappe de coton d'une blancheur singulière, et il me venait des imaginations fantastiques. Donc là, on a une espèce de brouillard non défini, un brouillard blanc très épais, donc lui-même est indéfini, donc ça va le rendre plus inquiétant que le brouillard, et qui va donc transformer la perception en dissociant justement du corps, puisqu'il ne peut plus voir ses pieds, et cela amène à une espèce de fiction mortuaire, puisqu'il est enseveli, ce qui est un terme qui veut dire enterré, enseveli normalement. Et donc, il ne voit plus rien. Il est un corps, un tronc qui émerge, et il ne voit donc plus le fleuve, ni les pieds, ni mon bateau, et juste les pointes des roseaux au loin. Et donc, sur l'eau, finalement, sur l'eau, monte par ce brouillard. Et on rappelle que le brouillard, c'est de la vapeur d'eau. Il me venait des imaginations fantastiques. Là, on a une tournure qui est quand même très intéressante, où le pronom personnel, c'est oui, me, montre à quel point il est l'objet, ce narrateur second, est l'objet, la proie de ces imaginations fantastiques, qui sont donc repoussées, mais qui l'envahissent, comme il est enseveli. Je me figurais qu'on essayait, donc hop, ça va annoncer la suite. Donc on a un cadre fantastique qui change, et qui change la perception. Je me figurais, ça c'est ramené du côté de la fausseté, qu'on essayait de monter dans ma barque, que je ne pouvais plus distinguer, et que la rivière, cachée par ce brouillard opaque, devait être pleine d'êtres étranges qui nageaient autour de moi. Alors on se rappelle qu'il a vu du rhum, on se rappelle qu'il était fatigué et énervé, qu'il est face à quelque chose qu'il ne comprend pas. Est-ce que finalement cette imagination est vraie ou fausse ? C'est là qu'est le tremblement épistémologique. Êtres étranges qu'on ne comprend pas. Hein. J'éprouvais un malaise horrible, j'avais les tempes serrées, mon cœur battait à m'étouffer. Donc son cœur bat à l'étouffer, c'est-à-dire qu'il est lui-même dissocié de son propre cœur et que son propre cœur provoque cette angoisse. Hein. Et, perdant la tête, je pensais à me sauver à la nage, puis aussitôt cette idée me fit frissonner d'épouvante puisqu'il s'agirait d'entrer dans l'eau. On se souvient, près de l'eau, sur l'eau, et il ne veut pas aller dans l'eau. Et on voit une gradation, bien sûr, donc dans le caractère fantastique de la perception et bien sûr dans la terreur. Je me vis, donc ça c'est encore l'imagination, moi perdu, allant à l'aventure dans cette brume épaisse, me débattant au milieu des herbes et des roseaux que je ne pourrais éviter, râlant de peur, ne voyant pas la berge, ne retrouvant plus mon bateau, et il me semblait que je me sentirais tiré par les pieds tout au fond de cette eau noire. Et donc, il imagine qu'il se sentirait, sans l'être, tiré par les pieds. Et c'est déjà terrifiant comme projection. En effet, comme il m'eût fallu remonter le courant, au moins pendant 500 mètres avant de trouver un point libre d'herbe et de joncs où je puisse prendre pied, il avait pour moi 9 chances sur 10 de ne pouvoir me diriger dans ce brouillard et de me noyer, quelque bon nageur que je fusse. Et donc là, on est sur quelque chose qui va être statistique,
comptable, c'est impossible d'en sortir. J'essaie de me raisonner. Donc là, on a quelque chose de l'ordre d'une pensée, si ce n'est scientifique, du moins rationnelle, qui est appelée pour lutter contre la pensée fantastique. Alors, le fantastique, c'est un tremblement épistémologique, parce que c'est le moment où quelque chose de surnaturel, ou en tout cas de non explicable rationnellement, intervient dans un monde présenté comme naturel, réaliste et référentiel. Et le plus souvent, le narrateur à la première personne cherche des explications pour rationaliser, intégrer cet élément surnaturel dans le monde, alors même que l'explication la plus probable est finalement surnaturelle. Et le fantastique, il naît de cette tension épistémologique entre deux systèmes de croyances ou de savoir, et avec donc un surnaturel qui n'entre pas dans le cadre. C'est ça qui fait peur. J'essayais de me raisonner, je me sentais la volonté bien ferme de ne point avoir peur, mais il y avait en moi autre chose que ma volonté, et donc l'autre chose indéfinie. Et cette autre chose avait peur. Je me demandais ce que je pouvais redouter, mon moi, en italique, brave Raya, mon moi poltron, et jamais aussi bien que ce jour-là, je n'ai saisi l'opposition des deux êtres qui sont en nous, l'un voulant l'autre résistant, et chacun l'emportant tour à tour. Et là, finalement, la dissociation est dite par une espèce de métaphore qui, en fait, est peut-être à prendre dans un sens assez concret, assez propre. Cet effroi bête et inexplicable grandissait toujours et devenait de la terreur. Je demeurais immobile, les yeux ouverts, l'oreille tendue, attendant. Quoi ? Je n'en savais rien, mais ce devait être terrible. Et donc le fait d'attendre sans savoir quoi, eh bien c'est vraiment ça, l'angoisse. Je crois que si un poisson se fût avisé de sauter hors de l'eau, et comme cela arrive souvent, il n'en aurait pas fallu davantage pour me faire tomber, raide, sans connaissance. J'ai entendu, pour faire un arrêt cardiaque, mais pour montrer donc cette espèce de tension. Et là, on voit comment plein d'éléments de fiction, d'hypothèses, viennent renforcer la terreur, soit parce qu'ils ont été imaginés à ce moment-là, ils font partie de la terreur, soit parce qu'ils permettent de dire la terreur a posteriori. Cependant, par un effort violent, je finis par ressaisir à peu près ma raison qui m'échappait. Donc là, on est toujours dans l'espèce de combat. Je pris de nouveau ma bouteille de rhum et je bus à grands traits. Et est-ce que le fait de boire plus va le ramener ? Bon, si on suit le raisonnement du capitaine Haddock, oui. Attention, ne fais pas trop. La santé et tout ça. Alors, une idée me vint et je me mis à crier de toutes mes forces en me tournant successivement vers les 4 pointes de l'horizon. Lorsque mon gosier fut absolument paralysé, j'écoutais un chien hurler très loin. Parce qu'en fait, c'est jamais que l'histoire d'un mec qui est prisonnier sur l'eau. Et qui devient prisonnier de lui-même. Et là, il essaie en fait de briser cet emprisonnement par le cri. Mais en fait, ce qu'on n'a pas, c'est le raisonnement. On a une idée, et donc sa réalisation. Mais l'idée elle-même n'est pas explicitée. Bon, ben ça, c'est un peu l'équivalent de marcher tout droit dans un bois pour en sortir. Hein. C'est le discours de la méthode, ça. Ça va être donc de se signaler. Mon gosier fut absolument paralysé. J'écoutais, dissociation entre les éléments du corps et la personne elle-même. Un chien hurlait, très loin. Je bus encore, donc très loin ça sert à rien, quoi. Un chien en plus. Pauvre toutou. Je bus encore et je m'étendis tout de mon long au fond du bateau. Je restais ainsi peut-être 1 heure, peut-être 2, sans dormir, les yeux ouverts, avec des cauchemars autour de moi, et non pas en lui, mais autour. Et ça, c'est parce qu'en fait, on est dans une espèce de figure d'hypalage, donc rhétoriquement, c'est pas une hypalage, hein, mais qui permet donc de faire sortir la perception personnelle de cet homme, et elle devient le paysage. Elle devient son décor, ce qui l'entoure, son environnement. Je n'osais pas me lever, et pourtant je le désirais violemment, je remettais de minute en minute. Je me disais « Allons, debout !» et j'avais peur de faire un mouvement. À la fin, je me soulevais avec des précautions infinies, comme si ma vie eût dépendu du moindre bruit que j'aurais fait, et je regardais par-dessus le bord. Et donc là, c'est quelqu'un qui ne peut plus bouger, et qui est effrayé. Donc c'est-à-dire que le silence préalable, extraordinaire, il est finalement intégré, après le moment des cris. Je fus ébloui par le plus merveilleux, le plus étonnant spectacle qu'il soit possible de voir. C'était une de ces fantasmagories du pays des fées, une de ces visions racontées par les voyageurs qui reviennent de très loin et que nous écoutons sans les croire. Et donc finalement, on a plein de choses qui nous enlèvent, qui nous retirent
de la véracité, de l'authenticité du récit. Merveilleux. Le plus étonnant, c'est qu'il frappe très fort, un superlatif. Alors, on va noter ce qu'on appelle l'exophore mémoriel de notoriété. Ici, sous la forme, c'était une de ces fantasmagories, un indéfini avec ensuite un démonstratif, qui permet de faire signe vers une connaissance partagée. On a tous une idée de ce que peuvent être ces fantasmagories du pays des fées, on n'a pas besoin que ce soit très précis. Ce qui compte, c'est de partager cette expérience, parce qu'elle est montrée à la fois comme absolument singulière, extraordinaire, unique, incroyable, mais pourtant vécue, et donc crédible. Répétez, une de ces visions, et que nous écoutons sans les croire. Et cette fois, en fait, la proximité est rompue par l'idée que ces voyageurs reviennent de très loin, et donc ne sont plus crédibles, alors qu'ici, on est dans une proximité. Mais on est en pleine Unheimlichkeit, c'est-à-dire l'inquiétante étrangeté pour la traduction la plus courante, c'est-à-dire ce moment où le familier devient infamilier, intranquille, inquiétant. Et maintenant, on va avoir une description donc, de cette vision. Le brouillard qui, 2 heures auparavant, et c'est marrant parce qu'il n'a pas dit qu'il avait une montre, mais ça va donner une illusion de précision. Flotter sur l'eau s'était peu à peu retiré et ramassé sur les rives, laissant le fleuve absolument libre, donc il fait ce qu'il veut le fleuve. Il avait formé sur chaque berge une colline ininterrompue, haute de 6 ou 7 mètres, qui brillait sous la lune avec l'éclat superbe des neiges, de sorte qu'on ne voyait rien autre chose que cette lumière lamée de feu entre ces 2 montagnes blanches, et là-haut, sur ma tête, s'étalait pleine et large, une grande lune illuminante au milieu d'un ciel bleuâtre et laiteux. Et la peur qu'on a eue tout à l'heure, c'était pour les nuits sans lune, mais là, finalement, on voit que la lune est inquiétante aussi, parce qu'elle va refléter, on peut noter donc une rivière lamée de feu, qui est vraiment une métaphore, puisqu'ici, alors, ou un raccourci, puisque le feu, je rappelle que la lune est une source secondaire de lumière, et donc elle va refléter la lumière du soleil. Et donc là, on a en fait un reflet d'un reflet, dans le brouillard. Et donc finalement, on a quelque chose de l'ordre du spectacle extraordinaire de la nature, ce qui est absolument topique, c'est un stéréotype au XIXe siècle, mais dans lequel le personnage se trouve pris. Et avec quelque chose comme ça qui l'entoure complètement. Et on ne sait toujours pas ce qu'il y a sous l'eau. Toutes les bêtes de l'eau s'étaient réveillées, les grenouilles coassaient furieusement, tandis que d'instant en instant, tantôt à droite, tantôt à gauche, j'entendais cette note courte, monotone et triste que jette aux étoiles la voix cuivrée des crapauds. Chose étrange, je n'avais plus peur, j'étais au milieu d'un paysage tellement extraordinaire que les singularités les plus fortes n'eussent pu m'étonner. Donc comme si c'est le magicien d'Oz, on se réveille dans un autre monde, et il n'est pas le seul à se réveiller puisque les bêtes aussi. Et ça, quelque chose de potentiellement apocalyptique, ces colonnes de feu. Combien de temps cela durera-t-il? Je n'en sais rien, car j'avais fini par m'assoupir. Et là, on a souvent un assoupissement dans le fantastique, soit qui va tout ramener à un rêve, en tout cas la question peut se poser, soit qui va permettre une interruption, et aussi quelque chose donc d'un peu douteux. On sait que c'est un type qui est en train de se bourrer la gueule tout seul sur son bateau, qui était déjà fatigué, qui a des visions et qui s'est endormi. Quelle crédibilité. Que s'est-il passé? Quand je rouvris les yeux, la lune était couchée, le ciel plein de nuages, l'eau clapotait lugubrement, le vent soufflait, il faisait froid, l'obscurité était profonde. Nouveau changement de décor, c'est comme quand on passe les diapos, ça. Je bus ce qui me restait de rhum. Et là, en fait, on a une espèce de chronologie du rhum. Puis j'écoutais en grelottant le froissement des roseaux et le bruit sinistre de la rivière. Je cherchais à voir, mais je ne pus distinguer mon bateau, ni mes mains elles-mêmes, que j'approchais de mes yeux. Et donc là, on est vraiment dans un moment de dissociation absolue, puisqu'il l'approche de ses yeux, donc c'est comme si ses yeux ne lui appartenaient plus, mais de toute façon, il ne voit plus ses mains. Donc on a quelque chose de l'ordre d'une angoisse de démembrement. Peu à peu, cependant, l'épaisseur du noir diminua. Étonnant, comme l'épaisseur, en étant ici sujet, devient une entité. Soudain, je crus sentir qu'une ombre glissait tout près de moi. Je poussai un cri, une voix répondit, c'était un pêcheur. Donc, une ombre glissait tout près de moi, je ne sais pas ce que c'est, finalement un pêcheur. Je l'appelai, il s'approcha et je lui racontai ma mésaventure. Il mit alors son bateau bord à bord avec le mien et tous les deux nous tirâmes sur la chaîne, l'ancre ne remua pas. Donc là, on se dit, sorti, témoin, et en plus, potentiel sauveur.
Le jour venait, hop, fin de la nuit. Sombre, gris, pluvieux, glacial, on passe dans des rythmes quaternaires, hein, qui vont se traîner une de ces journées, nouvel exophore, mémoriel, de... Et je sais plus quoi partager. De connotation, de notoriété. Exophore mémoriel de notoriété. Une de ces journées qui vous apporte des tristesses et des malheurs. Et là, ça c'est une façon, par la périphrase, de désigner, tout en amenant des connotations évidemment lugubres, des tristesses et des malheurs, on va noter les pluriels qui vont toujours vers du concret. Et ça va encore préciser l'horizon d'attente. En fait, là, normalement, l'angoisse est à son comble. J'aperçus une autre barque, nouveau verbe de perception, nouveau passé simple, nous là est l'âme, l'homme qui l'a monté unit ses efforts au nôtre, alors peu à peu l'encre céda. Il en faut 3. Il risquait pas de s'en sortir tout seul. Hein. Elle montait, mais doucement, doucement, et chargée d'un poids considérable. Et donc là, hop, ils ont l'encre. Donc, la dilatation, la répétition de l'adverbe fait une dilatation qui va permettre, donc, on arrive à la toute fin, l'annonce finale. Enfin, nous aperçûmes, ça ne me dérange pas de répéter parce qu'apercevoir, c'est l'apparition ou le verbe apercevoir, appartiennent vraiment au lexique fantastique. Enfin, nous aperçûmes une masse noire indéfinie, hein, et nous la tirâmes à mon bord. Et donc, on passe de sous l'eau à sur l'eau. C'était le cadavre d'une vieille femme qui avait une grosse pierre au cou. Et c'est la fin. C'est-à-dire que la chute aura été une remontée et une découverte. Littéralement découverte, c'est ce qui va se découvrir. Et donc cette masse noire, c'est un cadavre. Et donc l'encre s'est accrochée à un cadavre qui avait une grosse pierre au cou. Alors, bon, un cadavre, plein de choses à dire. Avec une pierre attachée autour du cou, donc finalement il fallait faire remonter au niveau du poids, et le cadavre et la pierre. Et donc le cadavre est remonté avec l'encre. C'est-à-dire que l'encre s'est attachée au cadavre. Bon, si le cadavre a une pierre au cou, c'est soit un suicide, soit un meurtre. Mais on est sur une mort violente, alors même qu'il s'agit d'une vieille femme qui aurait pu mourir de mort naturelle, ou du moins d'un cadavre dont on s'est délesté en le lestant, si je puis dire, débarrassé. Et a priori, il n'y a pas de raison de se débarrasser du cadavre d'une vieille femme dans l'eau. Hein. Donc, il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'on saura quoi? Non. On ne sait pas pourquoi ce cadavre de femme est dans l'eau. Et voilà. Et ça peut pas être une femme qui est tombée dans l'eau, puisqu'il y a cette pierre. Soit elle s'y est jetée, soit elle a été jetée. Ce cadavre, il aura donc empêché le bateau de partir, et de manière donc en fait il ouvre une nouvelle histoire qui est que s'est-il passé. On n'a aucun effet, on n'a aucun commentaire sur cette découverte, de réaction du narrateur, etc. parce que ça aurait dilué l'effet. En revanche, ça peut amener éventuellement, c'est pas une nouvelle à chute à proprement parler, enfin avec un effet déceptif qui amène à relire, mais on se demande quand même un peu ce qui s'est passé dans tout ça. Quoi. Alors c'est un cadavre, et tout ce qu'on avait avant, c'était des choses indéfinies qui éventuellement vous l'attiraient sous l'eau, dans l'eau. Et là, on a des réminiscences de sirènes, monstres marins féminins, on a des réminiscences de fantômes, de génies, de toutes sortes de créatures comme ça surnaturelles qui vont entraîner même de la Lorelai, des choses de cet ordre, qui peuvent entraîner donc le décès ici du pêcheur, et souvent des hommes d'ailleurs. C'est le cadavre d'une femme et c'est le cadavre d'une vieille femme. Alors on pourrait se dire, mais c'est inquiétant, finalement il a pressenti qu'il y avait un cadavre sous l'eau. Finalement, le cadavre de ce fantôme avait un fantôme qui a essayé de l'attirer dans l'eau. Parce que s'il y a une mort violente, c'est logique qu'il y ait fantôme, parce que les fantômes viennent de vengeance ou de justice inassouie. Ils sont souvent présentés comme des vengeances, des choses qui en fait auraient dû être de l'ordre de la justice. Hein. C'est ça que je rattache quand même souvent les fantômes. Il y a pas mal d'histoires de fantômes qui sont en fait des histoires de violences sexuelles assez hardcore, quoi. Ou au moins de violences sexistes. Et c'est une vieille femme, donc c'est quelque chose d'un peu aussi dans un imaginaire collectif, en tout cas au moins très 19e. La vieille femme, c'est la femme qui
qui n'est plus fertile, qui est inquiétante, qui va se rapprocher du modèle de la sorcière. Bon. Et donc finalement, il y a bien une explication rationnelle à, une fois qu'on est sur l'eau, mais il n'y a aucune raison à ce que ce cadavre soit sous l'eau. Et il n'y a ici qu'une raison rationnelle au fait que ce cadavre ait bloqué le bateau, mais pas du tout à toutes ses perceptions. Celles-ci, elles vont rester inexpliquées, c'est ce tremblement épistémologique qui caractérise le fantastique que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, ça c'est sur l'eau. Et bien sûr, ça on l'avait vu avec Pierre et Jean, mais c'est quelque chose d'assez commun. L'eau, les éléments aquatiques sont souvent rattachés au féminin, et un féminin inquiétant, notamment ici on l'a vu par le silence et la perfidie, qui sont, comme chacun sait, des traits éminemment féminins. Je vous dis à